Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, nouvel épisode preview comme d'habitude. On se retrouve avec notre ami Augustin Gamel. Comment ça va, monsieur Gus? Très bien, et toi? Eh ben ça va, toujours des États-Unis. Justement, j'en parlais juste après parce qu'aujourd'hui, on présente bien la fac Kémy de la mienne, Penn State, donc en Big Ten East. Penn State, très gros programme historique du college football, hein, les Nittany Lions, énorme fac, on le sait très bien, 90 000 étudiants, je crois, en tout. Plusieurs campus d'ailleurs tout autour en Pennsylvanie. On sait que le campus principal c'est University Park. Ils jouent au Beaver Stadium. Je crois que c'est 100 000 places, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, Augustin. Enfin bref, petit fun fact sympa. Aujourd'hui, je suis allé en randonnée, Augustin. Je suis allé en randonnée. Ensuite, je suis allé déjeuner dans un restaurant avec des amis de ma belle-sœur. Eh bien, les deux avaient étudié à Penn State, sont des anciens de Penn State. Et en fait, ici dans le Maryland, tu retrouves beaucoup d'anciens de Penn State. Il y en a pas mal dans mon entourage. Il y en a une de mes belles-sœurs d'ailleurs, qui n'était pas à University Park, mais un autre. Bon, souvent, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils ont adoré leurs années là-bas. C'est une fac très sympa, que le campus est excellent et un des meilleurs campus universitaires du pays. On va se concentrer surtout sur cette année et l'année déjà passée, en 2021. Gus, quel a été le bilan des Nittany Lions? Bilan plus que mitigé, avec une fiche de 7 victoires pour 6 défaites, dont un très moche 4-5 en conf. Pourtant, ils avaient très bien commencé la saison avec 5 victoires d'affilée, face notamment à Wisconsin et Auburn. Auburn qui était la victoire marquante du début de saison. Toutes ces victoires leur ont valu une 4e place à l'AP Poll. Et après, ça a été la dégringolade. Ils ont enchaîné quasiment que des défaites, en fait, notamment face à Iowa, Illinois, au bout de 6 overtime. Ohio Non, non, State, au bout de 9 overtime. J'ai 9 overtime, revérifié voilà, tout à l'heure, 9. encore pire. Ohio State, évidemment, et Michigan State. Heureusement, vu qu'ils ont eu plus de 6 victoires, ils sont partis en bowl, à l'Outback Bowl, à Tampa Bay, contre Arkansas, un match qu'ils ont perdu 24-10. Mauvaise saison pour Penn State. Euh, Ce n'est pas les standards du programme et là où le programme doit être. Est-ce que ça a provoqué des changements, Elio, à l'intersaison? Je te laisse y répondre. Bah, je vais pas prendre de pincettes, hein, mais saison à chier, hein, faut le dire, pour un programme comme Penn State. On a l'arrivée d'un nouveau directeur athlétique qui démarre en juillet, c'est Pat Kraft, qui a été pendant une dizaine d'années, je crois, peut-être un peu plus, le directeur athlétique de Temple, qui a vraiment fait monter la fac de Philadelphie à un niveau supérieur. Puis il a été directeur athlétique pendant 1 ou 2 ans du côté de Boston College, et là il vient à Penn State. Apparemment, il va pas mal gérer aussi tout ce qui est autour de la Nile. J'ai lu quelques articles là-dessus. Donc voilà, ça va être son rôle bah voilà, essayer de se tourner vers un monde un petit peu plus moderne du côté de la Pennsylvanie. Par contre, au niveau du poste de coach, bah ça va pas être moderne. Ils vont garder James Franklin et ils l'ont même. Ça fait 9 saisons hein, qu'il est là. À partir de 2022, ce sera sa 9e saison. Ils l'ont prolongé pour 10 ans et 75 millions de dollars, donc jusqu'en 2031, parce que la prolongation s'est faite en 2021, juste avant le match face à Michigan State, donc c'était en fin de saison. Penn State était déjà en mode saison pourrie. La prolongation, record comme ça, 75 millions, 10 ans qui sort de nulle part, et juste derrière, Michigan State qui bat Penn State. C'était assez saugrenu parce qu'on parlait beaucoup de James Franklin comme quelqu'un qui était sur la sellette. Alors pour un petit peu parler du personnage, quand même, c'est vrai que c'est un coach qui est plutôt apprécié, très bon recruteur. On va le voir tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, moi, j'avais une anecdote d'une amie justement qui est à Penn State qui me racontait qu'il allait dans toutes les salles de classe pendant les cours, voir si ses joueurs y étaient, si c'était vraiment en cours. Et il pétait un câble si c'était pas le cas. Donc il était vraiment attentionné en tout cas au niveau académique de ses joueurs. Bon, ça l'a pas empêché de sortir quelques gogoles, mais on lui en voudra pas. C'est de très bons joueurs NFL. Euh,
Cette extension de 10 ans, ce contrat de 10 ans a offert à quelqu'un qu'on pensait vraiment sur le départ. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gus? Faut voir ce contrat au prisme du prix du buyout, donc les indemnités qui sont fixées contractuellement. Par exemple, en fait, à partir de 2023 et ce jusqu'à 2031, chaque année, le buyout va baisser. Ça commence à 6 millions de dollars, 2 millions, 2 millions, 1 million, 1 million, 1 million jusqu'à 2030. Et en fait, c'est la nouvelle mode chez les coachs en ce moment. C'est des contrats très chers, mais tu as peu d'argent garanti et tu peux rompre le contrat pour pas cher du tout, ce qui change notamment on pense souvent à Will Muschamp à South Carolina, à Florida, qui lui avait gagné 20 ou 25 millions de dollars en tout en se faisant virer. Moi, je trouve que ces contrats, en fait, permettent de poser une sorte d'ultimatum au coach. En gros, Penn State dit à James Franklin, bon, certes, on t'offre la possibilité de gagner 75 millions de dollars sur 10 ans, mais si ça va pas, si les résultats sont pas là, on pourra te virer très facilement. Ça oblige en quelque sorte James Franklin à performer très très tôt, ce qui revient à nous poser la question, Elio, de savoir quand est-ce qu'il va être viré. Alors évidemment, j'espère le plus tard possible parce que moi j'aime bien James Franklin, comme tu l'as dit, c'est un bon gars et c'est un très bon recruteur. Je pense il peut vraiment faire des choses bien à Penn State. Maintenant, va falloir montrer vite qu'il en est digne. Et ça sera un petit peu en fait le débat ce sera le fil rouge de la ligne conductrice de cette preview. Tout à fait, mon cher Augustin. Comme tu me le disais en privé, hein, le buyout est tellement peu cher que Nasdaq pourrait le racheter. Au niveau du coaching staff, on a eu un gros départ. On a eu le départ du defensive coordinateur Brent Pry qui est parti du côté de Virginia Tech en tant que head coach. Pry, d'ailleurs, on nous a un peu parlé. Enfin, c'est Wilfried Penney, le joueur de Virginia Tech, le Français qui évolue à Virginia Tech, qui nous avait un petit peu parlé de son caractère depuis qu'il est arrivé dans le programme. Vous pouvez aller revoir ça en rediffusion sur YouTube. C'était dans un de nos pré-live draft, celui du premier soir, je crois, de la draft. On a eu Penney, il nous parlait pas mal de Brent Price, ça vous intéresse. En retour, il y a l'arrivée en defensive coordinateur de Manny Diaz. On lui a encore offert un poste à ce mec-là. Non, alors Manny Diaz, qui était l'ancien head coach de Miami pendant assez longtemps, très 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 bon recruteur, très 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 mauvais coach, mais en coordinateur défensif, ça peut être très intéressant. c'est ce que j'allais dire. Grosse expérience, coach à vocation défensive de base. Il n'a pas gardé son poste à Miami pour rien non plus. Et encore une fois, on est sur un gros programme qui veut recruter et qui a pour habitude de recruter des très bons défenseurs. Ça reste dans cette lignée-là. Donc Manny Diaz, je pense que ça peut très bien fonctionner pour Penn State. À voir dans le futur, on va en reparler tout à l'heure. Au poste offensive coordinateur, c'est la deuxième saison de Mike Yurcich, qui était l'ancien QB et pass game coordinateur d'Ohio State pendant longtemps, qui a permis à Ohio State d'être une des équipes qui marquait le plus, notamment à la passe. Puis il a été offensive coordinateur à Texas avant d'arriver à Penn State l'année dernière. On a eu aussi une très grosse draft du côté de la Pennsylvanie, car 8 joueurs ont été draftés, sans compter Comme ceux d'hab. qui n'ont pas été. Ouais. Au premier tour, bien évidemment, on a eu Jan Dodson, les meilleurs mains de la draft, le receveur qui est parti du côté de Washington chez les Commanders. Et puis on a eu 2 seconds tours, d'Arnold Ebikitier, le defensive end chez les Falcons, et Jaquan Brisker, le safety chez les Chicago Bears. Et puis voilà, donc gros bloc de départ du côté de Penn State. Au niveau des commits, on est sur la 6e meilleure classe du pays. Même après une mauvaise saison, c'est la 6e meilleure classe avec 3-5 étoiles, 12 joueurs 4 étoiles et 2 joueurs de JUCO qui étaient très très bien notés, dont le meilleur offensive tackle, qui était le deuxième meilleur joueur, tout poste confondu. Donc voilà, ils ne sont pas privés, Penn State. Au niveau des transferts, on a 3 arrivées, donc 3 assez importantes d'ailleurs, plus 9 départs. Une saison 2022 donc qui va devoir remettre l'attaque sur les rails parce que malgré la première saison de Jurcic en tant qu'offensive coordinateur, on n'a pas eu des bonnes stats. C'était la 90e meilleure attaque avec seulement 25 points par match en moyenne.
96e attaque au niveau du nombre de yards par play, 5,3 yards, et c'est la 117e meilleure attaque à la course, 3,2 yards, alors qu'on connaît Penn State, on sait qu'ils ont sorti énormément de super running back, c'est assez décevant. Au poste de quarterback, on démarre avec de nouveau le retour, Gus, de ton ami préféré. Clifford. Le Et on super parle pas senior. du chien. Non, bah, mais il pourrait lancer pareil. Le super senior Sean Clifford qui est de retour pour sa 6e saison. 3100 yards à la passe, 21 touchdowns, 8 interceptions en 2021. C'est la première fois qu'il n'a pas de nouvel offensive coordinator. Il en a connu 5 en tout dans ces 6 années. Donc voilà, peut-être que ça va un petit peu se stabiliser quand même avec ce joueur normalement d'expérience. Il sera suivi de près par le quarterback redshirt freshman Christian Veilleux, qui est québécois comme vous l'entendez. Qui était déjà backup l'année dernière, enfin qui était first string quarterback l'année dernière, qui était passé backup après une blessure de Clifford. Et voilà, et on a l'arrivée du quarterback 5 étoiles, donc Drew Allard, 4e meilleur quarterback au composite, mais selon 247 Sports, c'est le meilleur quarterback de cette classe 2022. Il nous vient de l'Ohio. Dans son lycée, il a lancé 48 touchdowns pour 7 interceptions et 4500 yards l'année dernière. Donc voilà, un joueur qui va vraiment être à suivre et qui devrait être le futur de Penn State. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros quarterback sortir de cette fac. Gus, tu avais une petite question, mais moi je vais te donner la réponse assez facilement. Évidemment, c'était de savoir si James Franklin ne s'entêtait pas avec Sean Clifford. Pour y répondre rapidement, je pense que oui. Clifford, ça sera si je dis pas de bêtises, sophomore junior senior et redshirt senior, sa 4e saison en tant que titulaire. Il a un plancher qui est intéressant, qui t'assure quand même une base solide, qui t'assure de la stabilité, mais je trouve que son plafond en fait est trop bas. Certes, lors de son année sophomore, on s'était dit ah putain tiens c'est intéressant, ça peut aller encore plus haut, il peut vraiment amener ce programme plus loin, mais au final ça n'a pas été le cas ces 2 dernières années. Il a régressé d'année en année, et moi c'est pour ça que j'ai l'impression que en fait, c'est un choix de la sécurité, mais qui paye pas. Euh, il fera pas de match affreux. euh, il lancera les ballons. Enfin, il a de l'expérience, mais c'est tout, quoi, en fait. Il y aura pas de coups d'éclat qui viendront de lui, et moi, ça me pose un petit peu problème. Après, évidemment, s'il va jouer, c'est parce que pour moi, Christian Veilleux, c'est un mec qui jouera jamais. Et Doug Allard et que true freshman, il est encore très très jeune. Je sais même pas s'il est déjà sur le campus à Penn State. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait il est là cette année parce que s'il est pas là, c'est la merde. Alors Clifford, oui, il avait l'occasion de se présenter à la draft. À la dernière minute, il a changé son avis pour rester une année de plus. On sait très bien, il sera jamais drafté, il aura jamais de carrière en NFL. Donc le mec, il va faire quoi? Il va kiffer devant un public de 105 000 spectateurs en folie. C'est sa dernière année de fac. Voilà, on sait qu'il reste pour ça. Du côté de Franklin, apparemment, ça, par contre, j'ai lu sur des interviews, tout ça, il expliquait qu'il voulait garder Clifford exactement pour une certaine stabilité, aussi pour mentorer Veilleux, parce que finalement Veilleux est quand même redshirt freshman, donc il est toujours freshman, et puis notamment Drew Allard, et que quelque part il aura un petit peu ce rôle de graduate assistant, tu vois, les anciens joueurs, des fois, là, tu vois, qui ont été quarterback dans leur fac ou quoi, qui restent juste après parce qu'ils sont pas allés en NFL, ou qui reviennent une année après ne jamais avoir de job en NFL. Et il jouera un petit peu sur cette double casquette Clifford, sur le quarterback titulaire avec de l'expérience et qui retrouve enfin un offensive coordinator pour une 2e saison, plus le rôle de vrai mentor et vrai aide pour les jeunes QB. Voilà. Justement, pour ça, il va devoir lancer des ballons à quelqu'un, parce que John Dodson est donc parti, mais il va bien être remplacé. Il y a le receveur senior Mitchell Tinsley qui arrive de Western Kentucky, où il a une saison à 1400 yards et 14 touchdowns. On sait qu'il a bien aidé Bailey Zapp pour être le quarterback qui a lancé le plus de touchdowns en FBS de l'histoire. Il sera bien aidé également par les 2 receveurs juniors, Parker Washington et Keandre Lambert-Smith,
qui cumule 1400 yards et 7 touchdowns en 2021. Et il y aura un beau trio de tight end qui sera mené par Brenton Strange. Belle fac de tight end en général aussi, Penn State. Alors, la O-line, par contre, elle était vraiment cata en 2021. D'ailleurs, les fans ont pas mal gueulé après ça. Il y a eu quelques sondages de fait. C'était vraiment le point faible de l'équipe pour eux. Clifford était souvent sous pression, même s'il n'est pas bon, on connaît, mais il était quand même souvent sous pression. Bref, il y a 2 nouveaux guards qui devront prendre des postes. On pense à London Tengwall, qui était la meilleure recrue de Penn State en 2021, l'ancien 4 étoiles, qui devrait passer left guard. Et puis à droite, je crois que c'est un transfert de Cornell, mais qui était plutôt apprécié sur le portail des transferts, qui devrait sûrement prendre le poste. Voilà, donc c'est vraiment la O-line qui sera un chantier pour modeler cette attaque. Du coup, le poste running back, Gus, est-ce que ça va s'améliorer? J'espère vraiment parce que la saison 2021 était vraiment indigne de ce que nous avait proposé Penn State ces dernières années. Aucun joueur a fait un match de plus de 100 yards l'an dernier. C'est assez paradoxal quand tu sais que la fac a sorti Saquon Barkley, Miles Sanders ou encore Evan Royster ces dernières années. Noah Cain est parti à LSU. Bon, il était blessé l'an dernier, mais c'est un mec qui avait un beau potentiel. Du coup, les portées seront partagées entre Kevin Lee, qui sera suivi de près par le true freshman Nick Singleton, un 5 étoiles, qui jouera, je pense, dès son année true freshman, qui est un putain de joueur qui a déjà des tapes incroyables en lycée. Ouais, meilleur Voilà. running back de la QV lycéenne cette année. Numéro 1. Donc l'enjeu, c'est que Penn State récupère un jeu à la course décent, comme en fait il a pu avoir ces derniers temps. Maintenant, Elio, Penn State a aussi une force ces dernières années, c'est la défense. Tu l'as dit au début de l'épisode, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en NFL. Ça veut dire qu'il y aura un gros turnover en défense, mais le roster est talentueux, donc ces joueurs devraient être remplacés plutôt bien. Ouais, bah tout à fait. Alors, on a eu bien évidemment dans le backfield les départs de Tariq Castro-Fields, le cornerback et le safety principal Jaquan Brisker, mais qui vont être remplacés un petit peu poste pour poste. Déjà, il y a le retour du super senior J.R. Brown, qui était le meilleur intercepteur de FBS l'année dernière, 6 interceptions, c'est le record de l'année dernière avec je ne sais plus quel autre joueur. Au poste de cornerback, il y a Joey Porter Jr. qui est pressenti pour être au premier tour de la prochaine draft. C'est un joueur ultra agile avec ses mains, c'est un cornerback très physique aussi, il a un grand gabarit et assez costaud, donc voilà, ça sera pas mal à suivre le backfield de Penn State. On aura aussi un énorme chantier sur la D-line avec beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres qui étaient blessés, mais il y a quelques bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ça dépend pour qui. C'est pas pour moi en tout cas. Il y a l'arrivée sur le portail des transferts de Demayon Robinson, qui était le 4e meilleur edge en 2021, qui était à Maryland et qui a transféré pour aller chez le rival Penn State. Pour la petite anecdote, moi je suis un vrai rageux. Donc je me suis pris un peu la tête avec des fans de Penn State sous la publication de Robinson quand il avait annoncé son transfert là-bas. Et genre, t'as Robinson qui avait, je sais plus, qui avait répondu, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai bien le seum contre lui en tout cas, voilà. Et il y a un autre joueur qui vient du Maryland, Danny Dennis Sutton, qui est le 3e, donc 5 étoiles de cette QV qui est The End, qui sera là aussi pour aider sur la D-line. Donc voilà, il y a besoin d'éclosion de joueurs parce que Robinson a vu un peu le terrain à Maryland l'année dernière, mais il est encore jeune. Voilà, il y a vraiment besoin d'éclosion du côté de la D-line. Il y a quand même le retour du senior defensive tackle PJ Mustifer qui devait partir à la draft mais qui s'était blessé, donc qui est de retour pour une dernière année. Puis le corps de linebacker va être vraiment le point faible de cette défense. Il y a eu que des départs, il n'y a rien pour vraiment remplacer. Il y a qu'un joueur vraiment qui a de l'expérience qui est là. Voilà, c'est pas une défense, c'est un petit peu une défense en dents de scie, j'ai envie de dire. Il y a du bon, il y a du moins bon, et ça risque de leur poser problème parce qu'il y a quand même un gros calendrier qui arrive l'année prochaine, Gus. Ouais, évidemment, je pars sur le calendrier, mais juste avant, Penn State a toujours des freaks en défense, des joueurs hyper athlétiques, Oda Feowe, etc. Donc voilà, il y a Brandon forcément des Smith, noms tout qui ça, vont ouais. ressortir. Enfin, voilà, c'est des gros diamants à polir. Le calendrier, Penn State a la chance ou la malchance d'être en Big Ten East, qui est selon moi la meilleure division de college football avec la SEC West.
parce que dans cette division, tu as tout simplement Michigan State, Ohio State, Michigan, qui d'autre? Tu as Maryland, Rutgers et Penn State, c'est ça, Elio? Toi qui connais Ouais, mieux la c'est Big Ten ça, que ouais, moi. c'est ça. Donc évidemment, Penn State affrontera toutes ces équipes. Tu auras d'autres matchs assez compliqués, genre, je vais en citer que deux. Le premier match en Week 1 qui sera le jeudi soir, donc tout le monde devant sa télé, face à Purdue, à West Lafayette. Il sera compliqué ce match. Et ils iront à Auburn pour le match retour de ce head-to-head au Jordan Air Stadium à Auburn. Compliqué d'aller jouer à Auburn, même si vous le verrez dans la preview, mais Auburn, vous l'avez déjà entendu, c'est une équipe qui traverse une période très compliquée. Ça Sous la reste un pluie et la match, merde, oui, disons-le ouais, mais comme ça. ça reste un match à l'extérieur dans un climat très très hostile. Tout à fait. Donc ça sera pas du tout gagné. Et après, en fait, après la week de repos du 8 octobre, ça enchaîne Michigan, Minnesota qui sera bon cette année, Ohio State, Indiana, Maryland, Rutgers et Michigan State. Va falloir se mouiller la nuque parce que c'est pas facile, hein. Quel est Mais ton prono, Elio? tu vois, le truc, c'est que par exemple, on se fout un peu de la gueule de Rutgers, on peut se foutre de la gueule de Maryland aussi et tout, mais c'est des équipes qui peuvent battre n'importe. Enfin, Maryland, il y a 2 ans, ils ont tapé Penn State sale. Rutgers, au niveau du. Enfin, Greg Schiano, le travail qu'il fait là-bas, c'est assez exceptionnel, notamment au niveau du recrutement. Tu vois, j'ai l'impression que ça va être facile, mais non. Et surtout quand t'es Penn State, c'est tellement random et aléatoire les scores de Penn State que finalement il n'y a pas de match facile pour eux cette année. Alors, je pense qu'ils vont partir sur une sorte de 5-0. Il n'y a que Purdue au départ qui peut être assez embêtant et Auburn, comme tu l'as dit, mais allez, j'essaie d'être sympa pour eux. Je prédis un 5-0 comme l'année dernière en début de saison. Et après, ils vont se faire rétamer. Pour moi, Michigan, c'est défaite. Minnesota, il y a grandement moyen que ce soit défaite. Ohio State, c'est mort. Et puis Michigan State à la fin, tu vois, pareil, ça risque. Surtout si Michigan State a fait une bonne saison et veut absolument bien finir sa saison pour aller plus loin, ça risque d'être assez compliqué. Donc j'ai mis 8 victoires, 4 défaites. Mais je suis gentil. Tout est possible avec Penn State. Toi, t'en penses quoi, Gus? Je pars sur un bilan de 8-4. Euh, le roster reste très talentueux. Shane Clifford, quoi qu'on en dise, il assurera une base à cette équipe, une base intéressante. Faudra voir si Jurcic, le coordinateur offensif, développe le QB play qui était plutôt faible ces dernières années. Mais voilà, 8-4, ça me paraît être raisonnable. Avant de conclure, quand même, j'ai envie de te dire, tu vois, on parle d'un 8-4, est-ce que c'est une saison réussie ou pas? Mais en fait, faut se placer dans le contexte. Tu l'as bien mise en valeur tout à l'heure en parlant de la Big Ten East. La Big Ten East, c'est une des divisions les plus compliquées du college football, voire la plus compliquée. Bon, allez, avec la SEC West sûrement. Mais est-ce que 8-4 dans une Big Ten East, c'est pas une très bonne saison? Mais est-ce que pour un programme comme Penn State, ce n'est pas assez? Tu vois? Et elle est là, la Non, non, limite, en t'aspires fait. à mieux parce que je me rappelle plus exactement de l'année, mais ils étaient allés au Rose Bowl. Oui, ouais, tout à fait, Et ouais. ils avaient perdu face à. Ah, je me souviens plus si c'était Oregon ou USC à l'époque. Bref, c'est pas important. Et oui, USC. évidemment, t'aspires à mieux, mais je pense que Penn State, ça va être intéressant quand Drew Allar sera le titulaire, donc dans certainement l'an prochain ou dans 2 ans. Ouais, droit d'art qui sera accompagné aussi normalement au niveau du même terme d'année par le running back Nick Singleton. Donc voilà, il y a quand même du beau. Le dernier titre de conférence, c'est en 2016 pour Penn State. Il y a quand même du futur qui s'avance. Voilà. On verra bien la suite pour cette équipe qui est très appréciée parmi tout le monde dans le podcast, donnons à le dire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Salut tout le monde, salut Gus. Salut tout le monde.